L'agence, entourée de partenaires tels que l'ALEC ou le laboratoire PACT, prend en compte cette problématique depuis longtemps dans ses travaux. Et aujourd'hui, face à l'accélération du changement climatique, on sent bien qu'on doit aller plus loin. Et dans la lignée de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, nous avons besoin d'élargir nos approches et de développer des transversalités avec l'ensemble des acteurs impliqués pour mobiliser tous les leviers d'action dans les territoires. Un grand merci Isabelle. Alors je vous propose de commencer tout de suite avec le premier intervenant. Alors je demande d'accueillir Monsieur Gilles Debizet. Venez me rejoindre Monsieur Debizet. Quels sont les acteurs impliqués dans la transition énergétique à l'échelle des territoires pour qu'on comprenne bien? L'énergie a une particularité, c'est un métabolisme qui existe dans les territoires et donc qui implique un grand nombre d'acteurs qui doivent se coordonner entre eux. Donc 4 grands types d'acteurs. Premier scénario, les collectivités locales. Dans ce scénario, elles seraient les véritables pilotes de la transition énergétique. D'une part parce qu'elles sont les pilotes de la fabrique des territoires, la transformation des territoires, elles le sont déjà, mais elles seraient davantage aussi celles des réseaux. Deuxième type d'acteurs, les acteurs coopératifs, où ce sont des collectifs de consommateurs qui décident de reprendre en main leur destin énergétique collectif et qui s'engagent alors tant dans la sobriété que dans la production et le stockage d'énergie. Troisième catégorie, ce sont les grandes entreprises, celles qui sont d'abord celles qui sont pourvoyeuses de systèmes énergétiques, mais aussi celles du numérique qu'on voit intervenir de façon de plus en plus prégnante dans ce secteur, et puis celle de l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est finalement à travers cette activité que des réseaux privés peuvent être transformés. Et voilà. Enfin, ça, c'est les 3 types d'acteurs qu'on a observés, qu'on observe systématiquement dans les projets énergétiques d'écoquartiers, dans les projets énergétiques urbains. Alors systématiquement, plus ou moins selon les projets, mais si on regarde un grand nombre de projets, on va toujours retrouver ces grandes catégories. Et puis, il y a un acteur qui n'est pas dans les projets urbains, qui n'est pas dans les projets de territoire, énergétiques de territoire, c'est l'État. Mais pourtant, il est très présent à travers les régulations et les réglementations. Quels sont aujourd'hui les leviers prioritaires justement pour amorcer, pour mettre en œuvre efficacement cette transition énergétique, pour qu'on comprenne bien? Premier levier, ça déborde un peu de ce cadre-là, c'est l'accompagnement au changement de pratique, vers plus de sobriété. Le deuxième, c'est l'investissement. L'investissement économique. Et la question, c'est finalement, qu'est-ce qui va changer? Quels sont les leviers qui vont changer ces investissements? Mobiliser telle échelle d'investissement plutôt que telle autre? Bonjour à tous, je m'appelle Marion Carreau, je suis directrice territoriale Alpes pour GRDF. Je connaissais les 4 scénarios et je les apprécie pour la grille de lecture qu'ils apportent. De là où je me trouve, je les vois avancer tous, mais à des rythmes très différents. Et dans le scénario sur les collectivités territoriales, justement, je trouve très intéressant que le lien entre les métropoles et leur hinterland se fasse, puisqu'effectivement, une grande partie des ENR va se développer dans des zones plus rurales. Or, aujourd'hui, je ne vois pas les ferments institutionnels qui vont nous permettre ça. Voilà. Est-ce que des gens qui sont en charge de ces questions pensent qu'on peut progresser et peut-être faire évoluer ce paysage institutionnel pour que ce lien Interland-métropole se fasse? C'est quelque chose qu'il faudra effectivement travailler en coopération avec nos territoires voisins, et le rôle du SCOT effectivement peut être là pour réguler, mais je pense qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup parlé d'énergie quand on a fait le SCOT de mémoire, mais c'est des sujets qu'il faut falloir peut-être inclure. Notre démarche, et elle reste assez singulière parmi les développeurs, c'est dès qu'on démarre sur un projet, d'impliquer la collectivité pour co-construire le projet avec eux. Ça veut dire aussi mettre en place, et c'est systématique sur les projets aujourd'hui qu'on développe en petit hydro, en éolien, en PV, mettre en place une concertation avec les citoyens, donc ça passe par des ateliers, aussi pour étudier avec les citoyens les conditions et les impacts environnementaux des projets, mais aussi de voir comment les retombées des projets, notamment économiques, peuvent être vraiment affectées à ces projets. Ça va même plus loin, parce qu'on propose maintenant systématiquement dans ces projets à la collectivité de monter au capital des sociétés que nous créons. Sur le volet citoyen, je l'ai dit, on utilise, en tout cas on s'appuie sur les collectivités pour faire ce lien aussi de tiers de confiance vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis du projet.
Et les citoyens, on peut aussi, au-delà des ateliers de concertation, les impliquer dans du financement participatif, voire dans l'investissement participatif. L'un des défis, c'est comment cette transition énergétique va être rendue acceptable. On a choisi de vous parler d'un projet, celui de la construction d'un poste dans la vallée de l'Oisans, un poste électrique. Alors, ce poste électrique permettra de raccorder l'équivalent de 240 MW d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est l'aspect technique. Et en fait, pour travailler sur l'acceptabilité, quels sont nos axes de travail? Le premier, c'est un travail qui a été fait le plus en amont possible avec l'ensemble des collectivités locales, les élus, les associations et le public, ce qui nous a permis, avant même qu'on ait défini complètement le projet, finalement, de l'adapter avec la création d'un poste en bâtiment et également de définir son emplacement en dehors des zones agricoles. Et le deuxième axe de travail, c'est la mise en place d'un partenariat tout à fait innovant avec l'École nationale supérieure des paysages de Versailles. Il nous semble qu'il y a un paradigme important à avoir et qui peut favoriser le changement institutionnel futur. C'est effectivement non pas le changement par le haut. En France, on a souvent tenté d'avoir des accords et des redesigns d'institutions qui soient réalisés institutionnellement, mais vraiment une stratégie par le bas. Pour aboutir peut-être au changement institutionnel futur entre métropole et hinterland, mais vraiment que ce soit par le bas que ça se passe. Le projet Highway, c'est la première étape du plan élaboré par le consortium Mobilité Hydrogène France. Et c'est un projet qui a été imaginé en 2013 dans le cadre du pôle de compétitivité Ténardis, qui rassemble donc différents acteurs économiques du territoire sur Grenoble, et qui a pour but de lancer la dynamique de la mobilité hydrogène sur le territoire. Et donc nous, Cofeli, nous sommes via Puce, fournisseurs d'hydrogène technologique ultra pur pour Minatech, donc via le CEA. Et donc nous avons investi dans un électrolyseur donc, mis en place par la société McPhy pour alimenter justement de manière plus vertueuse les véhicules qui étaient déployés dans ce cadre du projet Highway, donc soit 50 véhicules répartis entre Grenoble et Lyon. Donc ça, c'était une première étape qui a fait ses petits, puisque maintenant, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a repris la dynamique via le projet Zero Emission Valley, que vous connaissez probablement, avec le déploiement simultané de 20 stations hydrogène sur le territoire, donc Auvergne-Rhône-Alpes, et plus de 1000 véhicules à déployer sur les 5 prochaines années. Petit historique très rapide, la troisième révolution industrielle, déjà, il faut savoir que c'est une théorie développée par un économiste américain, Jeremy Rifkin, qui part d'un principe assez simple. Il considère que dans l'histoire récente, se sont produites des révolutions industrielles quand se sont conjuguées deux choses, de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux moyens de communication. Et aujourd'hui, on serait dans la troisième révolution industrielle qui serait celle des énergies renouvelables et des technologies numériques. Donc en 2013, cet économiste américain a été mandaté par l'ex-région Nord-Pas-de-Calais pour établir un master plan, donc une stratégie pour faire de notre région une région pilote sur la révolution industrielle. Et en travaillant avec les acteurs régionaux, en fait, cet économiste a fait évoluer un petit peu sa théorie parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait oublié quelques piliers, et notamment le pilier central qui est celui de la sobriété énergétique. Donc les piliers, c'est les suivants. Au centre, vous avez l'efficacité énergétique. Vous avez ensuite les énergies renouvelables, les bâtiments producteurs d'énergie, le stockage de l'énergie, qui est très importante pour les énergies renouvelables, l'Internet de l'énergie, et c'est là qu'on retrouve toutes les nouvelles technologies, et puis les nouvelles mobilités. Et enfin, pour que tout cela fonctionne, vous avez deux petits cercles qui sont un peu des choses transversales. Le premier, c'est l'économie de la fonctionnalité. Ça s'oppose à l'économie de la propriété. C'est de se dire, aujourd'hui, le plus important, c'est de ne pas posséder un objet, mais c'est de pouvoir utiliser sa fonction. Et le deuxième petit cercle, c'est l'économie circulaire. Donc ça s'oppose au modèle précédent qui était, je fabrique un objet, j'utilise un objet, je jette un objet. Aujourd'hui, c'est plutôt, je fabrique un objet, j'utilise un objet, je jette un objet, je recycle un objet, je réutilise l'objet, d'où le cercle et d'où l'économie circulaire. Et donc, c'est tout ça, tous ces piliers ensemble qui font le modèle de la troisième révolution industrielle.
sachant que ce modèle ne fonctionne que si tout fonctionne ensemble. Cette troisième révolution industrielle, qui aujourd'hui porte une marque dans le nord de la France qui est REV 3, a eu des avantages, notamment parce que ça a permis de donner un récit commun et une vision fédératrice pour toute une région et ses territoires. Avec ce modèle, en fait, on met d'accord tout le monde. L'idée, c'est de développer une nouvelle économie, donc de développer l'emploi, tout en protégeant l'environnement. C'est fédérateur aussi parce que ça a dépassé les clivages politiques. Dès le début, en fait, tous les acteurs politiques du territoire, de gauche, de droite, de tout parti, ont dit banco, se sont engagés. Et enfin, le dernier point important, c'est que les moyens alloués sont extrêmement importants puisque c'est une priorité partagée, c'est-à-dire qu'énormément de fonds européens du FEDER, énormément de crédits du contrat de plan État-région sont aujourd'hui dédiés pour aider les entreprises et les collectivités à financer des projets REV 3. La troisième révolution industrielle, en fait, malgré son nom, parce qu'elle porte très mal son nom et tout le monde est d'accord, elle n'implique pas que l'industrie. C'est un modèle en fait qui change tout le mode de société, puisque ça impacte à la fois les politiques de mobilité, les politiques d'urbanisme, même les comportements en tant qu'acteurs indépendants, en tant que consommateurs. Et donc, sur ce sujet-là, l'agence Urbanisme a plusieurs missions. La première, c'est d'acculturer. Le deuxième point, c'est de l'intégrer dans les exercices de planification et de projets urbains. Et puis enfin, de proposer des outils et des méthodes innovantes, parce que favoriser l'économie circulaire quand vous êtes sur un territoire industriel, c'est aider les industriels à mieux comprendre leurs relations, leurs interactions énergétiques, par exemple comment les déchets des uns peuvent devenir la ressource des autres. Et donc on crée des outils où on recense, où on cartographie et où chacun a conscience qu'il fait partie d'un écosystème et qu'il peut apporter quelque chose à son voisin. Souvent, les démonstrateurs de quartiers Smart City sont souvent des quartiers neufs qui accueillent des activités plutôt haut de gamme, des populations plutôt favorisées. Et nous, on s'est dit, au contraire, ce nouveau modèle, il apporterait peut-être plus à des quartiers en difficulté, des quartiers où les populations ont des difficultés économiques, où il y a des difficultés sociales, où de toute façon sont prévues de grosses opérations urbaines, type les quartiers en politique de la ville. Et donc, ça a été le choix de la communauté urbaine de Dunkerque de se dire, dans les projets de renouvellement urbain, on va intégrer un volet REV 3, un volet troisième révolution industrielle. Et nos démonstrateurs innovants de la ville de demain, ce ne sera pas des quartiers ex nihilo favorisés, ce seront ces quartiers-là en difficulté qu'il nous faut repenser. Et ça a un sens parce que quand on met en face les piliers de la troisième révolution industrielle et les piliers du renouvellement urbain, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de correspondances et qu'on peut apporter beaucoup de choses. Le secteur résidentiel, c'est 45% de la consommation d'énergie et c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Puis il y a 3,5 millions de ménages aussi qui sont en précarité énergétique dans leur logement. Donc quelle politique par rapport à ça, quelle organisation de politique? Alors c'est un peu la question que nous a posée l'ADEME, c'est comment créer un environnement finalement local le plus favorable possible pour massifier la rénovation énergétique, un environnement institutionnel et des documents d'urbanisme, mais aussi des politiques de l'habitat, des politiques énergétiques. Donc ce qu'on a essayé de voir, c'est un peu quel est le panorama déjà de l'existant. Vous avez un cadre national qui définit des objectifs de réhabilitation thermique. Il faut réhabiliter 500 000 logements par an, dont 120 000 logements sociaux. Il faut évacuer toutes les passoires énergétiques le plus vite possible. Donc premier échelon, c'est la région. Avec avant la politique énergétique, donc le schéma régional sur l'énergie, et aujourd'hui qui est intégré dans un schéma donc plus global qui s'appelle le STRADET. Et ensuite, il y a toute une articulation locale, donc à l'échelle des intercommunalités ou des bassins de vie à trouver, entre des documents d'urbanisme en bleu, le SCOT dont on a parlé, mais aussi les PLU, les plans locaux d'urbanisme des communes et des intercommunalités. La politique énergétique à travers les plans climat territoriaux qui fixent des objectifs, donc d'économie d'énergie renouvelable, de limitation des gaz à effet de serre, et puis tout l'environnement de la politique de l'habitat, qui est à la fois à l'échelle départementale et à l'échelle donc des intercommunalités, avec notamment une pièce maîtresse c'est le programme local de l'habitat, qui est quand même un document qui permet de réunir tous les acteurs autour d'une feuille de route partagée pour construire des bâtiments, des logements, et aussi pour réhabiliter. Alors déjà, c'est difficile de faire interagir ces acteurs ensemble. Et selon les territoires, en plus, il y a des obligations réglementaires qui sont un peu différentes. Donc finalement, notre constat, c'est que quand on est dans Auvergne-Rhône-Alpes, dans un petit territoire rural,
On n'a pas les mêmes conditions de travail sur ce sujet-là, de la requalification thermique, que quand on est dans la métropole grenobloise ou dans la métropole lyonnaise. Je vais passer tout de suite à la diapo d'après, justement, qui est la plasticité dans laquelle un porteur de projet, donc le citoyen qui veut réhabiliter son logement, se trouve par rapport à tout cet environnement de dispositifs, de financement, d'aide. Et dernière illustration de mon propos, c'est la question des trous dans la raquette. C'est-à-dire que vous avez des dispositifs comme les plateformes de la rénovation énergétique, qui justement sont un peu le nouveau service public local, qui doivent permettre aux gens, à ceux qui veulent faire des travaux de rénovation énergétique, d'avoir de l'accompagnement, d'avoir de l'information, d'avoir une ingénierie pour les aider. Sauf que ce qu'on voit, c'est que là où, quand on est dans différents territoires, on n'a pas le même service. Dans les projets de rénovation, il y a beaucoup d'ingénierie technique. Par contre, l'ingénierie humaine et les moyens d'accompagnement, ils sont beaucoup plus difficiles à mobiliser. Donc on a eu la chance, à travers un projet européen qui est toujours en cours, qui s'appelle Citizen, de pouvoir mobiliser cette ingénierie humaine et de travailler sur l'implication des citoyens dans des projets de rénovation. Donc dans les projets de copropriété, notamment qu'on accompagne dans le cadre du programme Murmure porté par la métropole de Grenoble, on a développé des ateliers participatifs pour les copropriétaires, qui s'appelle Rénover ma copro, tout un programme, et qui vise à, en amont de la prise de décision d'un projet de rénovation, à faire échanger ensemble les habitants sur le projet de rénovation, c'est quoi le plus important pour eux. On a également mis en place des rencontres et des échanges entre pairs. Et un dernier exemple, puisqu'on a également accompagné des rénovations en logement social, ça a été sur certains projets d'animer également des ateliers pour les habitants, pour les locataires, en amont des travaux de rénovation, pour d'une part informer, échanger avec les habitants, s'assurer que les travaux soient bien compris, mais s'assurer aussi qu'il n'y avait pas de choses importantes qui avaient été oubliées dans les priorités de travaux pour que cette phase-là soit bien comprise, bien appropriée et pas subie par les habitants. Je suis chargée de mission innovation au sein de Tenerdis. Juste pour revenir sur la structure, puisque je ne sais pas si tout le monde est familier avec les termes de pôle de compétitivité. Donc nous sommes spécialisés sur la transition énergétique et nous couvrons l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'année dernière, nous avons créé le Club de la transition énergétique et ce club avait pour but de favoriser les projets et les partenariats innovants entre les collectivités et les PME. Le but, c'était vraiment que les territoires soient à l'initiative de l'innovation et puissent mettre en avant leur ambition à l'innovation et être acteurs clés de ces projets. On espère que ce club pourra perdurer dans le temps, puisque ça a permis de mettre en avant l'ambition des territoires, d'impliquer davantage les territoires et de faire appliquer les différentes politiques au niveau régional ou au niveau des communes. Donc Energy Cities, juste, c'est un réseau européen de villes en transition énergétique. On a des pionniers depuis toujours. Grenoble en fait partie. Notre but, c'est vraiment de faire évoluer le cadre législatif européen pour que les collectivités puissent jouer un rôle dans cette transition énergétique. Donc bien sûr, en France, la transition énergétique a quand même été mise sur l'agenda politique de façon assez radicale. Ça n'existe pas dans d'autres pays actuellement. Ceci dit, les questions climatiques deviennent quelque chose qui vraiment sort dans la rue. Quand la Commission européenne a proposé sa nouvelle directive énergie renouvelable pour 2030, elle avait proposé 27% d'énergie renouvelable à 2030. Dans le processus de discussion et de débat entre la Commission européenne, les États membres et le Parlement européen, en 2 ans, on a changé de 27% à 32%. Dans cette directive, le Parlement a fait ajouter un article qui n'existait pas, dont les États membres ne voulaient pas, dont la Commission ne voulait pas, qui s'appelle l'article 10A, mais qui est les États membres doivent mettre en place des plateformes de dialogue permanent avec les autorités locales et les acteurs, pour décider de leur trajectoire et de leur politique énergétique. Donc ça veut dire que cette politique énergétique ne peut plus être dans une boîte noire. C'est quand même un article, c'est-à-dire c'est un règlement européen, ça doit être d'application, tous les pays doivent le mettre en œuvre. Et tout ça, et j'en terminerai là, me semble-t-il,
doit être vu non pas comme un risque, mais comme une réelle opportunité de créer aussi de la résilience sur nos territoires, parce que si on traite des questions alimentaires, si on traite des questions d'eau potable, si on traite des questions énergétiques avec cette logique de bassin versant, bassin de vie, avec beaucoup plus de coopération et d'interdépendance entre les territoires, on va permettre aussi de répondre à un certain nombre d'inégalités territoriales qui existent, et on va donner effectivement des perspectives aussi aux gens qui vivent au quotidien la précarité énergétique, la précarité en termes de mobilité, la précarité en termes d'eau potable, parce que les ressources sont juste géographiquement réparties de manière très hétérogène. Et c'est vraiment la solidarité sur les territoires qui se pose aussi au travers de ces questions, au travers des risques que nous avons à faire face, qui sont ceux aussi évoluant au travers du changement climatique, qui est d'ailleurs plus rapide sur nos territoires alpins que par ailleurs.